Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous propose de lancer notre webinaire puisque un nombre important, ça y est, de participants sont connectés. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour ce 8e rendez-vous des webinaires de la MGAS, avec aujourd'hui un sujet très important qui est la gestion de la violence dans le mandat de protection. Et nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui d'accueillir nos deux intervenantes, donc Madame Anne Caron-d'Église, que beaucoup d'entre vous connaissent, magistrate, avocate générale à la première chambre civile de la Cour de cassation, membre du Conseil consultatif national d'éthique. Et puis également Madame Christine Goffard, qui est chargée d'enseignement à l'Université d'Artois, doctorante en sociologie et qui est aussi membre du comité éthique personnes majeures protégées du CREAI. Eh bien écoutez, je vais laisser désormais la parole à nos intervenantes et à commencer par Catherine Gaucher, directrice du développement de la communication et du marketing à la MGS, qui va faire l'avant-propos de ce webinaire. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je parle au nom de Laurent Azoulay, notre directeur général qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc, on est ravis, c'est notre 8e édition de nos webinaires concernant des sujets liés à votre profession. Donc, je vais laisser la place à vos experts. Je veux juste indiquer que la Mutuelle Générale des Affaires sociales a 50 ans. Elle est à la base en lien avec le ministère des Affaires sociales, Travail, Solidarité. Et nous avons également le référencement de la Direction générale de l'aviation civile. Et en 2018, on s'est rapproché de la Mutuelle Europe qui avait l'habitude de travailler avec vous, mandataires, et avoir un panel de produits d'assurance complémentaire santé dédiés aux majeurs protégés. Donc, nous avons réuni nos forces avec celle de Mutuelle Europe et nous avons désormais tout un maillage du territoire avec nos commerciaux, on appelle plus chargés de développement pour être un peu moins dans l'aspect commercial. Donc voilà, vous pourrez bien sûr rentrer en contact avec notre équipe dès que vous le souhaitez et nous faire remonter vos préoccupations en matière de complémentaire santé. Avec plaisir, nous les écouterons. Donc je vais laisser la main désormais à nos intervenantes. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous êtes nombreux, parce que si j'en juge par la jauge, vous êtes 387 personnes en ligne, je suppose nous compris. Donc, avant de commencer l'introduction sur un sujet qui est un sujet qui nous concerne tous, aussi bien en tant que professionnels, mais aussi en tant que personne tout court, je voudrais saluer cette initiative de formation, de conférences en ligne à destination des mandataires organisés par la Mutuelle des Affaires sociales. J'ai lu dans le dernier édito un certain nombre de choses qui expliquent pourquoi je suis là aujourd'hui à participer à cette formation. D'abord, dans cet édito de Michel Régnier, j'ai été frappée par la volonté de cette mutuelle, mais ça devrait être celle de toutes les mutuelles, de défendre les spécificités de la fonction publique. Et à un moment où les mandataires judiciaires, comme d'ailleurs les magistrats, se posent la question de leur positionnement, je crois important de rappeler que, évidemment, nous nous intégrons dans des spécificités de fonction publique, et pour les mandataires, je le redis, d'auxiliaires de justice. Et donc, dans ce contexte, je crois important que, bien sûr, les mutuelles en particulier se mobilisent. Deuxième élément, le sujet de la violence, de l'agressivité, la brutalité, des insultes, bref, de tous les niveaux de violence, est un sujet récurrent, de grande actualité pour tous, pour les professionnels de la relation en particulier. Pourquoi ? Parce que nous vivons tous les jours, nous sommes dans un environnement instable, perturbé par des messages à contenu de plus en plus agressifs, sinon haineux, qui ne peuvent qu'avoir des effets sur les personnes fragiles et vulnérables comme le sont les personnes protégées. Et c'est précisément parce qu'elles le sont, fragiles, vulnérables, que des mesures de protection sont envisagées, puis prononcées, puis exercées. Tendance aussi récurrente au découragement. Je crois important de le dire en préambule.
au découragement des professionnels, y compris des professionnels de justice, mais on le voit dans le domaine du soin, dans le domaine médico-social et social, à l'égard de la perte de sens des métiers de l'action et de la perte de confiance dans les politiques publiques, sauf, et il faut le souligner, des exceptions ciblées parce que la mobilisation dans certains territoires, par certains acteurs, bénévoles, professionnels, familles, fait que des réponses sont apportées et que des gens continuent à porter cette mission de service public qui est la protection des personnes les plus fragiles. Mais tout de même, la conférence de ce matin se situe dans un contexte très préoccupant. Je ne parle pas de l'actualité internationale, encore que, mais au niveau interne, je rappelle que la loi autonomie, pour l'instant, a été abandonnée. Le travail de fond sur les missions du sanitaire, du social, du médico-social, du judiciaire est pour l'instant au moins en panne. Le travail de fond pour capitaliser de nombreux rapports de travail, dont le rapport de mission interministériel de 2018, mais aussi les rapports PIFTO, LIBO, le rapport du Défenseur des droits de 2016 et plus récent sur les EHPAD, le rapport ou les rapports de la Cour des comptes, nous interrogent parce que nous avons tous beaucoup travaillé pour précisément essayer d'apporter des réponses en termes de sens et que nous sommes obligés de constater que rien ne se passe. Et évidemment, ça contribue à une perception d'un mal-être profond qui, évidemment, est beaucoup plus réceptif au sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la question des relations qui ne se passent pas toujours très bien parce que nous avons des interlocuteurs qui peuvent être dans l'insulte, dans l'agressivité, dans la brutalité, voire dans la violence concrète. Et nos interlocuteurs, ce ne sont pas que les personnes protégées, ça peut être les familles, ça peut être aussi les interlocuteurs avec lesquels nous travaillons, ça peut être aussi le juge, et pour le juge, ça peut aussi être le mandataire ou un certain nombre d'intervenants. Bref, nous sommes dans un contexte qui, évidemment, va nous amener à nous poser, je pense, un certain nombre de questions directes dans le temps qui est le nôtre. Alors, en introduction, j'ai prévu de revenir sur 3 points avec vous. 3 points qui concernent d'abord la violence. De quoi parle-t-on quand on parle de la violence? Ensuite, le mandat judiciaire, puisque cette violence, elle est évidemment principalement vécue dans vos missions de mandataire judiciaire. Et puis, en 3e lieu, je m'interrogerai avec vous sur les positionnements qui peuvent être les nôtres, mais en particulier les vôtres, mandataires judiciaires, à partir d'un certain nombre d'outils que je vais survoler avec vous. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de la violence? Je crois que nous croyons tous savoir ce qu'est la violence, puisque la violence revêt des éléments objectifs, mais aussi un ressenti. Des éléments objectifs parce que, par exemple, le meurtre, la torture, les massacres, la criminalité, le terrorisme, tout ça, ce sont des actes de violence. Mais plus près de nous, les agressions, agressions physiques, agressions verbales, sont évidemment des violences. Mais nous savons aussi que ce qui est ressenti n'est pas nécessairement ce qui peut être qualifié de violence, objectivement, au point de parfois devoir provoquer un rappel à la loi ou un rappel à la règle, voire des poursuites pénales. Les dictionnaires définissent la violence comme le fait d'agir sur quelqu'un ou de le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Les dictionnaires définissent aussi l'acte de violence lui-même, le caractère brutal d'une action. Et donc, nous avons d'un côté des faits et des actions, et de l'autre, une manière d'être de la force, une manière qui n'est pas toujours perçue comme étant une violence, et qui pourtant en est une. Et on pense en particulier aux effets dévastateurs de certains propos, de certaines violences psychologiques, psychiques, qui ne sont pas nécessairement ressentis tout de suite parce que tout de suite, ce qu'on essaie de faire, c'est d'écouter l'interlocuteur lorsqu'on est un professionnel de la protection. C'est valable pour le mandataire, c'est valable pour le juge. En tout cas, dans le sens courant, nous savons que la violence renvoie à des comportements et à des violences et à des actions physiques ou psychiques. Au sens juridique, la violence est souvent connectée au droit pénal. C'est l'ensemble des infractions qui constituent une atteinte
à l'intégrité physique, donc là, ça rejoint à la fois le ressenti et la définition commune de ce qu'est la violence, mais aussi des atteintes à l'intégrité psychique des personnes. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la question des atteintes à l'intérieur de soi-même et du ressenti de la personne au regard de ce qui lui est dit ou de ce qui lui est fait. Et donc, je ne vais pas citer les textes du Code pénal, mais sachez qu'ils se retrouvent pour la plupart dans les articles 222.1 et suivants du Code pénal. Ils définissent des faits de nature criminelle qui sont passibles de la cour d'assises, de nature correctionnelle qui sont passibles du tribunal correctionnel, ou de nature contraventionnelle qui sont passibles du tribunal de police. Et là, on est davantage sur des violences communes, que très souvent, qui très souvent ne sont pas traduites en poursuite, parce que les personnes ne se plaignent pas, parce que les personnes peuvent considérer que c'est après tout normal de recevoir une dose d'agressivité physique ou psychique et de ne pas aller jusqu'à la dénoncer ou s'en plaindre et ensuite provoquer des poursuites. Je pense que nous y reviendrons probablement. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut poursuivre tout le monde, hein, entendons-nous bien. Je suis en train de dire qu'il faut remettre, non pas l'église au milieu du village, mais en tout cas les règles au milieu de notre réflexion, parce que sinon, on ne peut pas assurer une protection à bon niveau quand on est un professionnel, si nous ne sommes pas nous-mêmes un minimum protégés. Et on a coutume de dire qu'on ne peut s'occuper bien des gens que si on est à peu près bien soi-même. Donc, si on n'a pas cela en ligne de mire, je pense que forcément, nous sommes en difficulté. Je voudrais également rappeler, quand on parle de violence, de la définition de la maltraitance. Vous savez que la maltraitance a fait l'objet d'une codification, c'est-à-dire d'une inscription dans un code, en l'occurrence le Code de l'action sociale et des familles, à l'article L119-1, à la suite du travail effectué autour de Denis Piveteau et d'Alice Casagrande sur la bientraitance et la maltraitance des personnes, adultes ou enfants. Et je rappelle cette définition parce qu'elle doit tous nous interpeller, à la fois quand nous avons à nous plaindre d'une violence ou d'une maltraitance extérieure, et vous voyez que je fais le lien entre violence et maltraitance, mais aussi par rapport à nos pratiques à nous, en ce qu'elles peuvent aussi provoquer une violence, une maltraitance de la part de nos interlocuteurs. Alors, la définition est la suivante. Toute personne en situation de vulnérabilité, donc c'est une action, on va voir une omission, à l'égard de toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à la santé. Vous voyez que la liste est longue. Et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein des situations. Fin de citation. Cette définition, elle doit toutes et tous nous interpeller. Parce qu'on voit bien que c'est une définition qui s'applique à des personnes en situation de vulnérabilité, dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Donc, ça recouvre tout le champ de l'action sociale et de la protection sociale. Est-ce que ça s'applique intégralement aux mandataires judiciaires qui, eux, ont un mandat judiciaire qui peut-être les place à un autre endroit? C'est ce que je vais voir dans un deuxième temps. Le mandat judiciaire, nous savons que c'est un mandat, comme son nom l'indique, qui est donné par un juge judiciaire à une famille, un représentant de la famille, ou, et cette fois on parle de vous, à des professionnels que sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Donc la particularité de ce mandat, c'est qu'il est donné dans un cadre juridique très précis. Et donc il va falloir interroger, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la question de la confiance, de la dépendance, du soin et de l'accompagnement. Est-ce que ça s'applique au mandat judiciaire? Nous savons que les mandataires judiciaires font partie d'un vaste champ, qui est un vaste champ de protection sociale au sens large du terme. Est-ce que pour autant ils sont des acteurs sociaux, sanitaires ou médico-sociaux? C'est un débat qui aujourd'hui agite la profession.
pense que vous connaissez tous ma position. Ma position est de dire que oui, il y a une participation à l'action sociale, bien sûr, dans le sens noble du terme, et dans la protection sociale dans le sens noble de l'expression. Mais les mandataires judiciaires, en tant qu'ils exercent un mandat, sont d'abord des acteurs judiciaires. S'ils exercent des mandats de protection future, ils sont des acteurs de la protection juridique des majeurs, mais ils s'appellent mandataires judiciaires à la protection, donc ils se situent dans le prolongement de ce que l'on demande aux juges de faire lorsqu'ils envisagent une mesure de protection. Donc, les mandataires judiciaires exercent une mission d'intérêt général, d'utilité et de solidarité sociale, bien sûr, mais ils ont une place spécifique qui les amène d'abord à exercer un mandat d'assistance, curatelle par exemple, de représentation, tutelle par exemple, et ils ont, à côté de ces deux tâches principales, une participation à l'accompagnement des personnes, et c'est en cela qu'il y a évidemment une connexion avec la protection sociale. Une fois qu'on a dit cela, il faut s'interroger sur le point de savoir ce que fait le mandataire judiciaire à l'intérieur du mandat. Bien sûr qu'il doit mettre en place une relation interpersonnelle entre lui et la personne qu'il est en charge à la fois de soutenir dans l'exercice de ses droits, mais aussi de protéger. Et le soutien et la protection, cela amène évidemment un certain nombre de zones de tension, parce que tout n'est pas écrit dans les codes, tout n'est pas écrit dans le mandat confié par le juge, et c'est dans la relation qui va se mettre en place entre le mandataire et la personne protégée que vont se créer à la fois de la confiance, mais aussi de la dépendance, puisque la personne protégée n'a rien demandé, et elle va dépendre du mandataire judiciaire pour un certain nombre d'actes, et en particulier de gestion financière, qu'elle ne pourra pas faire seule, qu'elle devra faire assistée ou représentée par la personne. Et c'est là que, évidemment, la situation peut s'avérer complexe, puisque vous exercez un mandat qui n'est pas un mandat contractuel, mais c'est un mandat qui vient de la contrainte qui a été imposée par le juge lorsqu'il a prononcé la mesure de protection judiciaire. Et je ne vous ferai pas l'outrage de vous rappeler que, évidemment, les personnes dont on demande la protection, lorsqu'elles sont entendues, et elles ne le sont pas toujours, en raison des altérations qu'elles présentent, eh bien, lorsqu'elles sont entendues par le juge, elles vivent cela extrêmement mal, puisqu'elles sont convoquées dans une enceinte judiciaire dans laquelle elles croisent des policiers, des gendarmes, etc. Et elles viennent, une des premières choses que viennent dire les gens, c'est « j'ai rien fait de mal ». Et comme je n'ai rien fait de mal, je ne comprends pas très bien ce qu'on vient mettre en place. Donc, quand le juge met en place une mesure de protection, vous qui allez être le premier rideau après le juge, vous allez déjà avoir une première difficulté qui est celle d'expliquer le mandat judiciaire. Donc, il faut bien dire, les juges, et je me mets dedans, les magistrats n'expliquent pas forcément, soit en face à face, soit dans leurs décisions, quel il est exactement, quelles sont les limites. Et donc, la première tâche du mandataire, c'est déjà d'expliquer tout ce que la personne ne pourra plus faire. Donc, forcément, on entre dans une relation qui est compliquée et qui peut susciter de la part de la personne une réaction de retrait, voire d'incompréhension, voire d'agressivité, avec les mots qui sont les siens. Donc, vous devez composer dès le départ, vous adapter pour éviter le contexte d'opposition et de conflictualité possible avec différents niveaux. Ça veut dire que vous devez avoir une posture dès l'ouverture de la mesure, en cours de mesure, et puis également une posture qui vous amène à travailler avec d'autres personnes que la personne protégée. La famille, lorsqu'elle est présente, mais elle peut l'être de différentes façons et éventuellement d'une façon extrêmement violente, je pense qu'on y reviendra. Et elle peut aussi être une posture qui rend les choses extrêmement complexes avec les autres intervenants, sociaux, médico-sociaux, sanitaires, qui ont pu faire des signalements parce qu'ils ne parvenaient plus à maintenir une relation contractuelle de confiance, qui est le propre de l'action sociale, qui est le propre aussi du soin, et qui ont pensé que, par magie, l'intervention judiciaire et l'intervention des mandataires désignés par le juge allaient permettre de débloquer des situations. Donc, pour les débloquer, il faut évidemment pouvoir continuer à travailler avec les autres acteurs de terrain. Et si ça n'est pas possible, eh bien, cela crée des tensions entre les différents intervenants, dont les intervenants sociaux, sanitaires et médico-sociaux, et vous. Avec cette difficulté pour vous, que je mesure à chaque fois que j'ai des débats
en particulier avec les mandataires judiciaires. Pour vous, c'est très compliqué parce que le terrain a été abandonné souvent par d'autres intervenants. La coordination est insuffisante pour que vous ne vous trouviez pas aussi en première ligne lorsque les personnes ne comprennent pas les raisons pour lesquelles vous allez conseiller, voire prendre telle ou telle décision. Le troisième point, et ce sera le troisième et dernier point de cette introduction, cela suppose que vous vous interrogiez sur vos positionnements. Parce que les compétences techniques, la formation qui est la vôtre, je ne vais pas déployer le débat aujourd'hui bien présent sur la formation et le bon niveau de formation, mais la formation n'est pas suffisante si par ailleurs il n'y a pas tout un travail sur le positionnement. Et de ce point de vue, vous pouvez disposer de plusieurs outils. Le premier outil chronologique, c'est le référentiel éthique dont je vais dire 2 mots, parce que c'est un référentiel éthique qui a été conçu par les mandataires judiciaires, d'autres acteurs bien sûr, mais d'abord par vous. Et cet outil est essentiel pour ne pas réduire vos obligations à vous aux strictes obligations légales en vous laissant vous débrouiller avec des comportements de violence sur lesquels vous ne pouvez pas nécessairement agir tout seul, même rarement agir tout seul. Et le deuxième outil principal que je voudrais évoquer, c'est un outil qui devrait être travaillé, réfléchi au sein de la Haute Autorité de Santé, Commission sociale et médico-sociale, de manière à essayer de voir comment vous allez vous inscrire dans les différentes actions que doivent mener les services sociaux, les services médico-sociaux, les familles, tout en vous laissant à la place qui est la vôtre. Et donc, quand on aborde les sujets que nous abordons aujourd'hui, avec les multiples questions que vous avez posées, il est bien évident qu'il faut avoir cet outil à construire avec les autres intervenants en tête. Quelques mots sur le référentiel éthique que je pense que vous avez tous lu, mais je vous invite à le lire et à le relire en le mettant en connexion avec d'autres référentiels qui ont été construits pendant la crise Covid, en particulier par les espaces éthiques et des outils qui ont été construits notamment autour de l'accueil des personnes vieillissantes. Et je pense, et ça ne vous étonnera pas que je le cite, aux outils qui ont été mis en place, notamment pensés, travaillés par Fabrice Gzil, qui nous permettent d'essayer de voir comment on entre dans une relation qui, a priori, peut être violente dès le départ, avec une écoute, une compréhension, un débit de voix, des mots simples, pour essayer déjà de mettre la personne en face de soi dans une autre situation qu'une situation d'accusé. Donc, ce référentiel est conçu en plusieurs chapitres. Le premier, c'est informer, communiquer, dialoguer. Informer, communiquer, dialoguer. Vous voyez bien qu'on est déjà dans cette première posture. Ensuite, évaluation, analyse, appréciation, en se nourrissant d'éléments du dossier, d'éléments recueillis auprès d'autres professionnels, de la famille, de proches, d'un réseau, mais aussi bien sûr de la relation avec la personne protégée, même si elle est très altérée. Et c'est évidemment là que la difficulté pour vous est très importante, puisque vous devrez en permanence vous ajuster et ajuster la mesure à ce que la personne en comprend et aux représentations que vous en avez vous-même. Puisque nous avons tous des représentations, y compris les juges, lorsqu'ils reçoivent un signalement. Quand ils reçoivent un signalement et un certificat médical, ils ont tendance à voir la personne au travers du prisme de ce qui est écrit de cette personne, dans des documents écrits. Et évidemment, il faut s'extraire de ces représentations que nous avons des éléments du dossier, mais de ces représentations que nous avons nous-mêmes, dans nos rapports à l'argent, au risque, à la mort, à la maladie, à la manière dont on peut penser que cette personne qui est en face de nous et qui s'agite peut passer par-dessus le bureau quand on est un juge, peut sauter de son fauteuil ou ne pas vous ouvrir la porte ou éventuellement vous insulter parce qu'elle n'a pas d'autre vocabulaire. Je pense que ça c'est évidemment à travailler, même si on est bien d'accord qu'il existe des limites et qu'à un moment donné, il faut solliciter d'autres personnes, dont le juge, pour rappeler les limites. Alors, dans ce deuxième partie, lorsque vous avez en face de vous, et je dis bien en face, et c'est tout notre problème, très souvent on est en face et pas à côté, une personne dont vous considérez qu'elle est à risque, au vu du dossier, au vu de ses troubles objectifs, il va falloir se préparer à la rencontre asymétrique
et puis gérer éventuellement la survenance d'un événement qui peut arriver à tout moment. Et puis, les deux autres points du référentiel éthique, c'est l'assistance et la représentation, le rendre compte et l'alerte. Eh bien, l'alerte, je voudrais ici insister sur le fait que l'alerte ne porte pas simplement sur les risques que court la personne. Vous avez des obligations, comme le juge en a. Mais l'alerte, elle porte aussi sur les difficultés que vous rencontrez. Et ces difficultés dans la gestion du stress, de la violence, de la brutalité objective, il faut évidemment que vous en référiez aux personnes avec lesquelles vous travaillez, à votre réseau à vous. Quand vous êtes dans une association, à vos chefs de service, voire à la direction de l'association. Quand vous êtes dans une structure, à la direction de cette structure. Mais le juge qui vous a mandaté doit aussi recevoir les difficultés que vous rencontrez. Je termine par là, parce qu'il est des situations dans lesquelles il est absolument indispensable que le rappel à la loi soit fait de manière officielle et parfois par l'engagement de poursuite. Et je constate, moi, que assez peu fréquemment, il y a de poursuites. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les faire systématiquement, je suis en train de dire qu'elles existent aussi vis-à-vis des personnes qui reçoivent le service d'être assistées ou représentées. Et dernier point, je pense qu'il faut également avoir en tête que la solution n'est certainement pas de se dire « je n'interviens plus, je démissionne » ou je demande à être dessaisie du dossier. Et c'est comme ça qu'on nous demande, dessaisie du dossier. C'est évidemment, il faut mettre en débat la réalité des difficultés rencontrées de manière à trouver la bonne distance entre ce qui a été ressenti et qui peut être d'une violence réelle pour lesquelles nous devons entendre les professionnels, mais ce qui est aussi du ressort de la représentation, du refus de prendre le risque dans un métier difficile, pour lesquels la réponse ne peut jamais être une réponse unilatérale, mais qui peut être une réponse collective. Voilà ce que je pouvais dire en introduction du sujet, et je pense que nous répondrons tout à l'heure à l'ensemble des questions. Il semble qu'il y en ait eu d'autres sur le chat. Merci beaucoup, Madame Caron-Déglise. Je voudrais juste que vous apportiez une petite précision parce que vous avez parlé d'un deuxième outil impliquant la Haute Autorité de Santé. Alors, est-ce que c'est un outil qui est en cours de réflexion avec la Haute Autorité de Santé ou c'est déjà un outil qui existe? C'était un peu la question de… Non, alors c'est un outil qui est en cours d'élaboration. D'accord. Vous voyez, je ne suis même pas encore en cours de réflexion. Je pense que ça va éveiller des souvenirs à nos participants. Dans le cadre du groupe de travail piloté par la Direction des Affaires civiles et du Sceau et la Direction générale de la cohésion sociale, il y avait eu une réflexion, pour le coup, un débat important sur le positionnement du mandataire judiciaire par rapport aux autres acteurs. Et il avait été préconisé au mandataire judiciaire d'être dans un premier niveau d'alerte lorsque les personnes protégées pouvaient être soumises à des traitements maltraitants. Et je pense que ça évoquera là aussi des souvenirs à tout le monde. Il avait été proposé la rédaction d'un nouvel article du Code de l'action sociale et des familles, obligeant les mandataires judiciaires à signaler tout acte de maltraitance, ça c'est parfaitement normal, mais ensuite de dire quels moyens ils mettaient en œuvre pour faire cesser le trouble. Évidemment, cette phrase pose difficulté parce que l'on partait du principe que celui qui se plaint, c'est-à-dire le mandataire, vous voyez, j'ai fait le lapsus, c'est-à-dire la personne protégée, se plaint forcément de quelque chose d'objectif, alors c'est objectif sans doute pour elle, mais qui est une accusation à l'égard du mandataire. Et c'est à partir de là qu'un outil a été envisagé par la Haute Autorité de Santé, Commission sociale et médico-sociale. Cet outil travaille sur cet outil. Vous savez quelles sont les méthodes de la Haute Autorité de Santé, ce sont des méthodes scientifiques très rigoureuses, devait démarrer, et il a démarré dans la conception en 2022. J'ai moi-même été interrogée au début de l'année 2022, puisque je fais partie de cette commission, et par ailleurs, un certain nombre de représentants des mandataires ont été entendus. Mais cette élaboration d'outils est en panne, puisqu'il nous a été annoncé que le travail n'atterrirait qu'en 2024. Voilà, j'ai été un peu longue sur la réponse, mais parce que c'est important, par rapport aux premiers éléments que j'ai donnés tout à l'heure, d'essayer de remettre le contexte en perspective, parce que cet outil-là, qui me semble être un outil essentiel pour savoir ce qu'on peut attendre des mandataires,
mais aussi ce que les mandataires doivent faire, ce qu'ils peuvent accepter de supporter, me semble être quand même un outil urgent à déployer. Merci beaucoup, Madame Caron d'Église. Juste quelques petites réflexions par rapport à la relation, alors du coup, à la plainte auprès du juge. Il y a des gens qui disent que le problème, c'est le classement sans suite des plaintes et qui met les personnes dans une toute puissance sans suite, notamment en psychiatrie. Et la difficulté qu'ils rencontrent des refus de décharge alors qu'il y a eu violence ou agressivité et qu'on leur indique que la violence n'est pas un motif de décharge. Voilà. Oui, alors évidemment, ma réflexion amenait ce type de réaction et je comprends la compréhension sur les deux volets, c'est-à-dire à la fois sur le volet de la décharge et sur le volet du classement sans suite du parquet. Sur le volet de la décharge, vous savez que la Cour de cassation, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai, donc Thierry Verret, dont tout le monde se souvient, vous savez que la Cour de cassation a considéré que l'impossibilité, voire la difficulté d'exercer la mesure de protection, même pour des motifs de violence, n'était pas un motif de levée de la mesure de protection et de décharge du mandataire. Autrement dit, dès lors qu'il y a un besoin de protection, qu'il y a des altérations et un besoin de protection, le juge ne peut pas lever la mesure. Mais on peut analyser cette décision autrement et dire il faut être vigilant dès le début de la mesure de protection. C'est pour ça que j'ai articulé mon propos comme ça, en disant avant de faire une demande de décharge, parce que c'est devenu insupportable, parce que la personne a des troubles tels que le mandataire est objectivement dans une situation de danger, il faut que on ait essayé un certain nombre de choses. Alors, je sais que c'est difficile, et que c'est d'autant plus difficile que les dossiers des juges, le certificat médical, les signalements, la motivation des décisions ne permettent pas forcément d'ouvrir la mesure et donc d'engager une relation de confiance qui évite de grimper dans les étages tout de suite de la part de la personne protégée. Et donc forcément, le mandataire, surtout quand c'est un mandataire individuel, il se retrouve en face à face avec une personne qui va réagir avec ses mots, avec ce qu'elle est, avec ses troubles. Il a été évoqué la question des troubles psychiatriques, c'est un vrai sujet. Et c'est d'autant plus un vrai sujet que nous connaissons tous l'état de la psychiatrie aujourd'hui et l'absence d'interlocuteurs en psychiatrie. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la question de la décharge, elle est une question évidemment très importante, mais c'est une question qui ne peut pas se régler uniquement sur une décision. Tout ça, ça se construit avant dans un réseau de travail avec différents interlocuteurs, dont le juge. Il ne m'a pas été dit que les juges n'étaient pas disponibles, mais je sais que c'est un sujet aussi. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut interpeller le juge. Encore faut-il qu'il y ait un greffe qui réponde et qu'il y ait un juge qui accepte de répondre. Deuxième chose sur le classement sans suite. Sur le classement sans suite, c'est un peu la même difficulté. C'est-à-dire que, d'une part, la police et la gendarmerie ne va pas nécessairement être outillées pour comprendre qu'un mandataire judiciaire n'est pas là pour recevoir toute la violence de la personne protégée, parce que pas plus qu'un agent, je vais faire un parallèle qui va être violent dans un premier temps, mais pas plus qu'un agent de la pénitentiaire, qui lui est là pour exécuter une peine, ne doit subir toutes les violences, eh bien un mandataire judiciaire qui lui n'exécute pas une peine, lui il a un mandat judiciaire de soutien, d'assistance, de représentation, d'accompagnement dans l'exercice des droits et parfois dans un exercice direct des droits. Donc il faut que les gendarmes et les policiers sachent que c'est ce mandat-là qu'exercent les mandataires. Et donc, quand ils se plaignent de violence, il faut recevoir la plainte, évidemment. Mais ça suppose aussi que les structures internes, chefs de service, directeurs, etc., puissent entendre collectivement ce qui se passe, comment les violences sont ressenties par les mandataires judiciaires eux-mêmes. Et donc, sur le classement sans suite, il faut que, évidemment, les parquets soient sensibles à cette question à la fois la maltraitance à l'égard des personnes les plus fragiles, mais aussi de l'extrême difficulté d'exécution des missions dans ce contexte. Et donc ça, vous savez bien que ça ne peut pas se construire du jour au lendemain. Ça suppose qu'un certain nombre de procureurs de la République y soient sensibles, ça suppose que les territoires s'organisent,
Et cela suppose aussi que ce qu'on avait essayé de construire en 2018 avec d'autres puisse se prolonger. Donc, essayons de rester positifs, c'est-à-dire essayons sur les territoires de construire ces solidarités de travail. Merci beaucoup, Madame Caron-d'Église. Il y a encore des remarques et des questions, mais on les prendra au moment des échanges et des questions-réponses, puisque j'aimerais maintenant que l'on puisse entendre l'intervention de Madame Goffard. Encore merci, hein, Madame Caron-d'Église, pour vos éclairages et puis voilà, pour l'honnêteté aussi de votre propos. Voilà. Madame Goffard. Oui. Alors, eh bien, je vous propose, Madame Goffard, que vous poursuiviez tous ces échanges avec votre intervention. Je vous mets du coup la première slide sur les situations de violence et quand vous avez besoin que je change, vous me faites un petit signe de la main. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai que cette intervention, elle est à la fois de l'ordre du témoignage, hein, puisque j'ai pu être responsable d'une antenne tutélaire pendant 9 ans, et également dans le cadre d'apports sociologiques. Et donc, cette notion de violence, pour la petite histoire, j'y ai été confrontée tout de suite, hein, puisque lors de mon entretien d'embauche dans le service mandataire judiciaire qui recrutait donc une responsable de service, lorsque je suis arrivée, l'ascenseur s'ouvre et là, je suis face à une scène assez dramatique puisque un major protégé était face à la porte et tentait d'y mettre le feu. Donc, cette mon premier contact avec l'institution s'est fait comme ça, de pouvoir passer par la sortie de secours et dans l'attente des services de police pour pouvoir gérer la situation. Donc, d'entrée, le décor était posé et ce décor était d'autant mieux posé qu'on était donc en 2009 et que malheureusement, il y a eu un fait divers dramatique d'un mandataire judiciaire qui avait donc été agressé au couteau. Donc, des équipes qui étaient dans un trauma par rapport à cette violence du major protégé. Et moi, ça m'a amené à m'interroger parce que c'était quelque chose d'assez difficile pour moi d'appréhender que des personnes dites vulnérables avec un besoin de protection puissent finalement être auteurs de violences. Donc, ça a été un premier questionnement. Quel était le lien entre cette relation d'aide et la violence? Et deuxièmement, pourquoi la mesure de protection en elle-même pouvait amplifier cela, puisqu'on n'est pas les seules professions à être confrontées à la violence, les seules professions d'aide, mais il y a quand même des particularités liées à la mesure de protection. Donc, c'était ces deux questionnements qui m'ont interrogée, et l'objectif, en tout cas, de vouloir comprendre, c'était bien évidemment de ne pas excuser les actes de violence, mais bien que des apports sociologiques, psychosociaux puissent m'amener finalement à avoir un recul suffisant pour que cette compréhension évite, lorsque cela est possible, l'escalade de la violence. Donc, dans la slide qui vous est proposée, c'est vrai que j'ai commencé par une définition sociologique et on voit bien que j'ai été, alors je ne sais pas où mon intervention a été coupée tout à l'heure. Alors, vous parliez qu'on était toujours dans des situations d'interaction et de relation. Voilà. Voilà, donc ça c'était sur cette interaction, et surtout que souvent il y a quand même une gradation. Ce n'est pas forcément quelque chose qui arrive tout de suite à la violence physique, et donc de pouvoir au moins, si vous voulez, peut-être désamorcer les situations qui le peuvent, et c'était en tout cas l'objet de la réflexion que j'avais. Et donc,
tout d'abord, par rapport aux différentes recherches que j'ai pu faire, effectivement, c'est peut-être avoir une position un peu angélique de penser que parce qu'on est vulnérable et dépendant, on n'est pas capable de violence, dans la mesure où, eh bien, cette mesure de protection, elle va se mettre quand même en place dans un espace de souffrance, puisque la vulnérabilité est un espace de souffrance. Et il s'avère, si vous voulez, que cet espace de souffrance, eh bien, est propice à la mise en place du conflit. Donc, déjà, effectivement, c'est une chose, c'est de ne pas penser que parce qu'on est là pour aider, pour accompagner, pour protéger, on est dans une relation qui va être exempte de violence. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, et elle a été pointée par Madame Caron de l'Église, c'est qu'on est dans une relation qui est par essence déséquilibrée, puisque à partir du moment où on est dans une relation d'aide, eh bien, on doit en tout cas reconnaître sa situation de dépendance vis-à-vis du professionnel, ce qui peut notamment engendrer un sentiment de honte, de culpabilité. Je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit, parce qu'effectivement, moi, ça m'est arrivé également d'entendre une personne dire « mais le juge, mais moi, j'ai jamais eu affaire à un juge de ma vie. J'arrive à 70 ans et là, je vais au tribunal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez courant lorsqu'on présente la mesure de protection et qu'il faut prendre en compte. Et la mesure de protection, elle a aussi quand même ses particularités, dans la mesure où on a une dépossession à la fois physique et symbolique. Je rappelle tout de même que eh bien, lorsqu'on va sur une première visite, on repart avec le chéquier, la carte bleue, les papiers. Donc, on a une vraie dépossession. Et puis, il y a une dépossession symbolique. C'est que la personne, eh bien, elle a une publicité qui est faite autour de sa mesure de protection. La mesure de protection, elle est, si ce n'est publique, elle est diffusée auprès de la banque, auprès des commerçants qui vont faire une facture. Donc, cette honte, eh bien, c'est aussi quelque chose qui peut insinuer de la violence dans la relation qu'on va mettre en place avec la personne majeure protégée. La mesure de protection, elle a aussi quand même une grande particularité, c'est qu'elle s'inscrit dans la relation à l'argent. Et la relation à l'argent, c'est pas neutre, parce que l'argent dans nos sociétés, c'est, alors pas l'argent de façon monnaie, mais en tout cas, c'est ce qui définit aussi notre position sociale, notre place dans la société, et ça contribue. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on peut indiquer l'historique des violences quand le majeur protégé est auteur de violence, s'il a un casier judiciaire, parce que ce n'est pas toujours indiqué au juge des tutelles. Alors, deux réactions à cette question. Je pense qu'il faut effectivement documenter qui est la personne que l'on doit protéger, quels sont ses antécédents, et qu'on puisse faire une évaluation globale de qui est la personne et du risque qu'il va falloir évidemment gérer. Pour autant, il ne faut évidemment pas réduire la personne à ce tableau. Parce que je ne sais pas ce que dirait Madame Goffard, mais je suppose qu'elle va dire que forcément, quand on fait une recherche sur les interactions, si nous sommes des interlocuteurs professionnels qui réduisons le risque à ce que la personne a donné à voir avant d'elle-même, par des condamnations objectives, par un suivi psychiatrique de 10 ans depuis l'enfance, par des violences éventuellement subies quand la personne était enfant, nous allons avoir une position, voire une posture de recul. Parce que nous-mêmes, nous allons être extrêmement vigilants, et je dirais c'est normal, nous allons être vigilants à ce que la personne
peut éventuellement, enfin, aux épisodes de rupture qu'elle peut avoir en notre présence, allant jusqu'à une violence physique. On l'a tous vécu. Moi, je l'ai vécu aussi comme magistrat, hein, et à l'instruction aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent péter les plombs et pour lesquels ça peut être très compliqué, surtout quand on prend des décisions qui ont trait à leur argent ou qui ont trait à leur mode de vie. Donc, tout ça pour dire que oui, il faut documenter. Oui, il faut bien évidemment avoir ces éléments pour soi. Est-ce qu'ensuite, dans le signalement qu'on fait au juge, il faut avoir tous ces éléments? Je dirais, ça dépend des cas. Moi, je préférerais qu'il y ait une alerte presque préventive au moment du début de l'exercice de la mesure, c'est-à-dire le moment où va s'installer une relation entre le mandataire et la personne protégée, pour que le juge, en tout cas déjà, enfin, alors, avant le juge, pour que la structure dans laquelle on travaille, les collègues avec lesquels on travaille quand on est un mandataire individuel et qu'on a un assistant, par exemple, soient très vigilants sur les risques de débordement que présente la personne, bien sûr. Mais pour autant, ne se barricade pas derrière son bureau et derrière des vitres de manière préventive avant d'avoir essayé d'entrer dans la relation. Vous voyez ? Et donc, je pense que, évidemment, l'idéal serait que chacun ait conscience, et quand je dis chacun, c'est-à-dire chacun des professionnels ait conscience des risques qu'il y a à exercer une mesure de protection à l'égard d'un certain nombre de personnes. Et on le sait. Nous, on sait quand on confie une mesure que certaines sont plus à risque que d'autres. Et je lance une autre question. Vous savez que nous choisissons dans ce type de situation plutôt des associations ou un mandataire préposé plutôt qu'un mandataire individuel. Et quand je dis plutôt, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Est-ce que c'est bien normal? Point d'interrogation. Nous avons une autre question. Comment défendre les intérêts du majeur protégé quand on a déposé une plainte à son encontre et qu'une suite a été donnée CRPC? Alors, si vous pouvez, à moi qui suis novice, m'expliquer ce qu'est CRPC. C'est un renvoi en comparution immédiate. D'accord. Dans ce cas-là, il est évident que le mandataire ne peut pas continuer à exercer le mandat parce qu'il y a au moins un conflit ou une opposition d'intérêts. Et en tout cas, il n'y a pas l'objectivité nécessaire pour continuer à travailler, au moins le temps de ce travail. C'est pour ça que je vous dis, il y a tout le travail avant d'arriver là. Là, on est dans une position de crise avec des actes bien précis. Donc, évidemment, dans ce cas-là, si c'est un mandataire à l'intérieur d'une association, je n'ai pas à donner de conseils au chef de service, mais il me semble que ça pose difficulté pour le mandataire de continuer, personne physique, de continuer à exercer son mandat. Si c'est un mandataire personne individuelle, je pense que là, la sagesse, c'est tout de même, et en dépit de la présomption d'innocence, de changer de mandataire. Très bien. Il y a quelqu'un qui fait remarquer qu'au tribunal, il y a un service de sécurité quand il y a des accès de violence ponctuelle, ce qu'ils n'ont pas, eux, ils n'ont pas de tel service de sécurité dans leurs locaux en règle générale. Voilà. Et deuxième chose, je sais qu'un certain nombre d'associations en particulier ont été obligées d'embaucher des vigiles, en particulier en région parisienne, parce qu'il y a des actes de violence des personnes elles-mêmes ou de leur entourage. Et donc, moi, ça me pose une vraie question. Parce qu'à la fois, je dis, bah oui, bien sûr qu'il y a des moments où il faut se protéger, mais comment on permet la relation et l'accès aux personnes? Donc, c'est un vrai sujet, ça. Nous avons un message qui nous dit en Sarthe, nous réfléchissons entre les différents acteurs de la protection et une éventuelle spécialisation des préposés d'établissement de l'EPSM dans la gestion des cas difficiles, c'est-à-dire les personnes protégées avec des troubles de la santé mentale et des problèmes associés. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à toutes les pistes. Ah, je vois que Mme Goffard est revenue. Je vais répondre brièvement, comme ça elle pourra reprendre la parole. Oui, il faut évidemment, notamment, là, ce sont des préposés, donc en santé mentale, donc en établissement, et donc là, évidemment qu'il y a des risques majorés avec un positionnement du préposé en établissement qui est compliqué parce qu'une manière de régler les troubles est la surmédication. Voilà. Donc, la position du mandataire n'est pas très simple. De manière générale, je pense qu'il faut effectivement essayer de cibler les situations dans lesquelles il y a des risques plus importants que d'autres. Non pas pour
cornériser des gens qui présentent des risques, mais pour pouvoir les gérer au mieux dans le respect des droits des personnes, mais aussi des risques de comportement. Je crois qu'on ne peut pas éluder cette question-là. J'en profite pour répondre à une question que j'ai vue passer. En quoi une pathologie peut-elle permettre de connaître les risques ? Une pathologie, quand c'est une pathologie mentale, psychiatrique, quand ce sont des troubles cognitifs qui amènent de l'agressivité, ça permet de voir que oui, il peut y avoir des moments de rupture. Donc, ça se travaille avec plein d'outils, dont un outil qui permet de gérer les accès éventuels de violence. Alors après, est-ce qu'il faut mettre entre guillemets, des surmandataires spécialisés dans la violence pour ces catégories-là? Il faudra y aller avec beaucoup de précautions, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pire n'est jamais certain. Et parfois, vous avez un accès de violence qui n'était pas du tout attendu, parce qu'on a aussi dans la relation exprimé des choses qui ont tapé directement chez la personne qui est à côté ou en face de vous, et ça provoque une réaction. Donc, attention aussi à ne pas faire des typologies de personnes protégées qui amèneront des risques de sous-accompagnement. Merci, Madame Caron-Déguise. Quelqu'un nous dit souvent des rapports au dossier signalent une situation de la personne en altération rapide, financier par exemple. Une ordonnance de sauvegarde est prise alors qu'une tutelle permettrait d'agir plus rapidement dans la protection. N'est-ce pas là aussi une violence ? Oui. Après, vous savez bien que toute la difficulté de ce domaine est d'essayer de ne pas aller trop vite, ou en tout cas de limiter les mesures d'urgence à ce qui est vraiment nécessaire et proportionné aux besoins de la personne. Et donc, oui, sur l'exemple financier, lorsque l'on voit que les comptes se vident, que manifestement la personne soit fait n'importe quoi, soit est victime elle-même d'abus financiers, l'objectif, c'est de fermer le robinet des comptes le plus rapidement possible. Alors déjà, première chose, le délai de transmission au juge est souvent long, donc ça veut dire que déjà, il y a eu une situation qui s'est aggravée au fil du temps. Ensuite, le juge lui-même, sauf s'il a des éléments objectifs qui lui montrent qu'il faut faire un mandat spécial à côté d'une sauvegarde de justice pour une intervention immédiate, il va mettre un certain temps. Et donc deux violences. La première à l'égard de la personne elle-même, parce qu'elle continue à être dans une espèce de spirale où elle est soit victime, soit de toute façon victime de ses propres pathologies, de ses difficultés, comme des achats compulsifs par exemple. Et violence aussi ressentie par elle à l'égard de l'action du mandataire, parce que le mandataire, il va être là pour couper complètement le robinet, et quelquefois de manière décalée. Donc, on va à la fois lui dire « Ah là là, vous m'empêchez de faire les dépenses que je voudrais, vous allez contrôler ma vie sur l'organisation de l'argent », et on va aussi lui dire « Ah, mais vous n'êtes pas allé assez vite, mais si vous étiez intervenu plus rapidement, ceci, cela ». Donc, la position du mandataire est extrêmement compliquée, ce qui évidemment, là encore, le place dans une situation complexe parce que il est formé pour essayer de prendre de la distance, pour analyser, pour se faire lui-même son opinion sur ce qui se passe. Et il y a des moments, il faut qu'il intervienne en urgence. Donc là, on parle de l'argent, mais j'ai vu dans le chat qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur le sujet. Et la tendance qui existait il y a quelques années, qui était de dire j'arrive avec mon chef de service au domicile de la personne et je demande la carte d'identité, les moyens de paiement, etc., est une tendance qui n'est plus systématique, au risque de se faire dire quand même, notamment par la famille, vous auriez pu retirer les moyens de paiement tout de suite. Donc l'équilibre à trouver est très difficile. Et quelle que soit la manière d'agir du mandataire, il va se faire reprocher de ne pas avoir été suffisamment rapide, suffisamment adapté à ce qu'il fallait faire. Donc, je crois qu'il faut déjà prendre conscience de ce que c'est que le ressenti de violence, c'est-à-dire d'inadaptation de sa propre action et de ses propres valeurs par rapport à ce que la personne attend. Et ce que la personne attend, on ne l'a pas dit, mais je pense que Mme Goffard l'aurait dit, est très fluctuant, puisqu'on a des personnes qui précisément ne savent pas vraiment ce qui leur arrive, ce qu'elles veulent, pourquoi elles le veulent, qui sont ambivalentes. Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué.
Il y a une question de quelqu'un qui est donc assistante MJPM et qui aimerait savoir comment elle peut faire face à la violence verbale au Par téléphone. téléphone. Exactement. J'ai vu cette question qui est revenue. Moi, j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de réponse absolue face à la violence, et en particulier par téléphone. Parce que si l'on essaie de se décentrer de notre propre travail, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes tous victimes par moment de tons, d'expressions, voire de vraies violences au téléphone? Je vous demande juste de faire cet effort de réflexion parce que je pense qu'on a tous un exemple dans les 24 heures qui viennent de s'écouler. En tout cas, moi, j'en ai. Où on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui me renvoie quelque chose de complètement décalé par rapport à ma demande. Ça veut dire qu'on ne s'écoute pas. Et bon, donc, je crois qu'on peut tous se dire ça. Donc, pour répondre à la question de madame, évidemment, c'est différent. Quand vous avez une personne protégée qui, par définition, a des difficultés, c'est ce qu'avait commencé à dire madame Goffard, effectivement, c'est quelqu'un qui ne comprend pas forcément ce qui lui arrive et qui est dans la souffrance. Je crois que ça, objectivement, on ne peut pas dire autre chose. Elle est dans une forme de souffrance et un ressenti très violent de ce qui lui arrive. Donc, elle va le traduire, elle, ou sa famille, ou les interlocuteurs professionnels. Et là, pour moi, c'est plus grave. On se dit professionnels qui devraient quand même parler à leurs collègues de manière adaptée. Va venir avec un ton agressif, voire des insultes, parler à la personne de l'accueil, à l'assistante, au greffier, parce que les juges savent qu'en général, il y a eu des filtres avant qu'on leur parle. Et donc, je pense que c'est la même chose dans les services. Je vois un sondage violent. Voilà, vous êtes victime. Alors, je précise que ce sondage est anonyme, donc voilà. Ah bon? Non, il n'y aura pas. Le sondage est anonyme, donc c'est vraiment pour voilà, voir. Non, mais très bien. Et mettre des chiffres par rapport au sujet que nous avons aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on peut dire oui. Voilà. En tout cas, moi, de ma place, et je ne suis pas la même que les mandataires, je crois que c'est important de le dire. Le juge, il est très rarement confronté en direct au mandataire. Et en plus, il est sur son terrain, le juge en général. Il est dans son bureau, sauf quand il va faire des auditions sur place. Vous, votre particularité, c'est que, indépendamment de la question que posait madame, et je vais finir d'y répondre, vous allez dans le domicile de la personne ou sur son lieu de soins. Donc, ce n'est pas du tout la même chose en termes de positionnement. Alors, pour finir sur le téléphone, je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans les équipes, aussi bien dans les équipes autour du mandataire individuel que du préposé, que bien évidemment dans les associations, sur l'accueil. Alors, l'accueil physique. Alors, je sais que c'est déjà fait, j'enfonce des portes ouvertes, mais je crois qu'il faut encore, c'est le cas de le dire, parce que parfois elles sont fermées, mais il faut encore le faire. Et au téléphone, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce que sont les agressions au téléphone, c'est-à-dire des paroles sans visage. C'est épouvantable. Enfin, on est en train de le vivre et je compatis sur l'impossibilité de s'exprimer de ma collègue, mais je crois que les mots sans visage, c'est-à-dire sans possibilité de relation, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on raccroche? Et là, vous vous dites, je n'ai pas rempli mon service. Est-ce qu'on essaie de parler? Jusqu'où on essaie de parler? Est-ce qu'on dit, bon, écoutez, je vais finir par raccrocher parce que là, ce n'est pas possible. Vous me rappellerez quand vous serez un peu plus calme, mais dites-moi qui vous êtes, comment, quelle est exactement. Mais ça, parfois, c'est impossible d'entrer dans cette relation. Donc, c'est un vrai sujet, la violence téléphonique, et il faut en faire un sujet dans les équipes. Comment valoriser la prise de risque des mandataires en institution? Car à ce jour, il n'y a aucune reconnaissance de ce type par les financeurs et c'est bien souvent la raison pour laquelle les personnes agressives sont plutôt confiées à des institutions. Alors, de manière générale, les financeurs ne prennent pas, vous ne serez pas étonné de ce que je vais dire, ne prennent pas la mesure de la difficulté du métier de mandataire judiciaire. Donc déjà, de manière générale, évidemment qu'il faut une revalorisation et pas simplement comme ci, comme ça. C'est un métier qu'il faut absolument reconnaître, y compris sur le plan financier. Ensuite, sur la prise de risque. Oui, évidemment, il y a une prise de risque très particulière
pour les mandataires professionnels, tous, hein, quels que soient les modes d'exercice. Après, est-ce qu'il faut distinguer et comment entre les modes d'exercice, en sachant qu'effectivement la prise de risque n'est pas la même entre un mandataire qui exerce à titre individuel et qui va venir tout seul et le mandataire qui exerce en association, qui, lorsqu'il vraiment il prend un risque, d'abord son chef de service lui dira tu vas peut-être pas y aller tout seul, tu vas aller avec un collègue ou un stagiaire. Ça va le former en plus, le stagiaire. Donc, voilà, on va y aller à 2, voire à 3, quand le service le permet. Et éventuellement, le chef de service validera le fait que non, on n'y va pas. On suspend les visites. Donc oui, sur la reconnaissance financière globale, et oui, probablement aussi sur l'item prise de risque. Après, il faudra le remplir, l'item. C'est là aussi où ça va être très compliqué, qui on cible, comment. Mais voilà, après, est-ce que je suis en train de dire que c'est un métier à risque majoré par rapport à d'autres? Je pense que oui, mais il y a d'autres métiers qui sont à risque, et vous le savez, et qui sont de plus en plus à risque, parce que je l'ai dit au début de mon propos, nous sommes dans une société qui est violente, et qui n'est pas violente forcément sur les violences qui entrent dans les statistiques, c'est-à-dire qui se traduisent par des plaintes. Elle est violente parce que, de manière générale, les gens ne savent pas se parler. Ils sont dans l'écoute de leurs propres problématiques sans être réceptifs à ce que l'autre va dire. Donc, évidemment que c'est majoré dans l'exercice professionnel des mandataires. Alors, quelqu'un vous remercie pour votre exposé sans complaisance et qui dit « Rares sont les juges qui nous accueillent en audition avec respect. Il arrive trop souvent que le juge ne s'excuse pas en cas de retard important, ne se présente pas toujours, s'intéresse aux protégés, mais je ressens parfois de la défiance vis-à-vis du MJPM. Quand le juge demande aux protégés en audition comment se passe la mesure avec votre MJPM devant lui. Cette attitude aggrave nos difficultés et sont contre-productives pour nos missions. La formation des magistrats aborde-t-elle un savoir-être spécifique à la mission de protection? » Oui, merci là aussi pour la réaction sans complaisance, parce que je crois qu'on a tout à gagner à être à la fois lucide, loyaux et le plus objectif possible par rapport à ce qu'on est aussi, hein, parce que sinon on n'avance pas. Oui, les magistrats que nous sommes en difficulté. C'est peu de le dire. Bon, moi, je suis une vieille magistrat. Hein. Je suis magistrat depuis 1904. Mon premier poste, c'est en 1983. Vous voyez, ça commence à dater, même si j'ai commencé jeune. Et je participe à des formations de collègues sur la protection des majeurs, sur la protection des mineurs aussi, hein, parce que les sujets se croisent, évidemment. Et donc, ça aussi, ça peut être une difficulté supplémentaire. Je participe, vous le savez, à de nombreux groupes de travail sur l'évolution de la justice dite de protection dans laquelle nous sommes. Et je constate avec beaucoup de regret que la formation des magistrats aujourd'hui, des jeunes magistrats, enfin jeunes en exercice professionnel, est de plus en plus axée sur des savoirs techniques et sur des savoirs techniques mis en situation dans les contentieux ou les domaines qui sont les plus importants pour le fonctionnement de la magistrature. En tout cas, ils sont pensés comme tels au plus haut niveau de l'État. Par exemple, le pénal, par exemple, le civil d'importance, mais tout ce qui concerne la protection, je fais insulte à personne, je crois que vous le voyez, ce qui concerne la protection des majeurs et de plus en plus celle des mineurs en assistance éducative, n'est pas un domaine qui est suffisamment exploré dans la relation du juge avec ses partenaires. Et j'utilise le terme de partenaire, parce que pour moi, vous l'êtes. N'êtes pas au même niveau de travail que le juge, et ce n'est pas en termes péjoratifs que je le dis, qu'on n'a pas les mêmes métiers. Mais pour autant, à partir du moment où vous exercez des missions de service public, d'intérêt général, sur mandat du juge, moi, je ne m'explique pas que le juge ne crée pas un réseau de travail avec les mandataires judiciaires. Et ça peut se faire de manière très informelle, sur les territoires, et je suis sûre que certains d'entre vous ont cette expérience avec des collègues. Donc, nous, les plus vieux, nous essayons de le dire aux jeunes magistrats, mais ils nous répondent, la protection des majeurs n'est qu'un domaine parmi plein d'autres. Nous sommes happés par le service général, et le service général pour un magistrat, c'est la participation notamment aux audiences correctionnelles ou aux comparutions immédiates. Et donc, l'organisation d'un tribunal, elle se fait en fonction des priorités mises par les chefs de juridiction
les chefs de juridiction discutant en particulier avec la chancellerie. Donc aujourd'hui, vous le voyez vous-même, lorsque une demande de protection est faite, l'affaire va venir devant un juge des tutelles. Lorsqu'il y a un incident de fonctionnement, quand cet incident vient devant le juge, il est rarement précédé d'échanges entre le juge et les différents intervenants. Il est rarement précédé même d'un rendez-vous dans le bureau du juge, simplement pour le rappel à la loi que j'indiquais tout à l'heure, le rappel au mandat. Ce n'est pas le mandataire qui a créé le mandat, c'est le juge. Donc à un moment donné, on l'assume à plusieurs, me semble-t-il. Et vous voyez tous qu'au moment des révisions des mesures, se développe une pratique dans les cabinets des juges qui est de confier cette révision des mesures à des juges qui viennent uniquement pour ça. C'est-à-dire qu'on tronçonne les différentes interventions du juge. Enfin, observez ce qui se passe dans vos juridictions et vous verrez que c'est probablement une des difficultés que nous avons à créer des réseaux que moi qui ai été juge des tutelles pendant 18 ans, comme d'autres, Thierry Véred, Émilie Pecker, etc. Enfin, il y a beaucoup de collègues qui ont fait ce travail de réseau, dans lesquels on peut se dire, là, madame le juge, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que j'ai ça et ça comme problème. Et le juge va dire, expliquez-moi comment ça fonctionne. Et le expliquez-moi comment ça fonctionne, il ne faut pas que le mandataire le ressente forcément comme une agression. Et celles et ceux d'entre vous qui sont dans les personnes présentes au webinaire, parce que j'ai vu quelques noms passer, savent, parce qu'on s'est vu dans des audiences de cour d'appel, par exemple, que moi, personnellement, j'ai pu être assez ferme, voire très ferme, avec des mandataires dont je mesure qu'ils ont pu prendre cela comme une agression, parce que je leur ai demandé des comptes, oui, effectivement, sur l'exercice de la mesure. Après, demander des comptes n'est pas une agression, à condition qu'on mette en débat ce qu'a à dire le mandataire avec ce qu'a à dire la personne protégée et sa famille. Mais évidemment, pour que le mandat se poursuive, il faut qu'on fasse confiance au mandataire. Si on ne lui fait pas confiance, à ce moment-là, il faut que le juge soit cohérent, hein, retire le mandat, en ayant permis au mandataire de s'expliquer. Oui, je vois, il faut qu'on s'intéresse à ce qu'on apporte. Mais ben oui, c'est ça votre mandat. C'est pour ça que vous êtes là, c'est la raison de votre exercice professionnel. Et pour moi, ça commence dès la formation. Et là encore, je ne vais pas m'étendre sur la formation, mais il faut qu'elle soit exigeante. Si elle n'est pas exigeante, si on vous apprend à faire des QCM et à dire qu'il faut faire ça, 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 et puis voilà les protocoles, ben, on aura tout loupé. Et c'est une des raisons, me semble-t-il, des difficultés de recrutement des mandataires dans les associations. On ne peut pas exposer les mandataires à des risques, on ne peut pas leur demander d'accomplir des tâches difficiles si on ne reconnaît pas qu'ils ont une compétence professionnelle, qu'eux aussi subissent un certain nombre d'agressions qui ne sont quand même pas payées pour subir au quotidien. Donc, à un moment donné, il faut trouver une issue. Alors, j'ai une question. Nous parlons de la violence des protégés, mais j'aimerais souligner que la violence est d'autant plus exercée, de plus en plus, a priori, exercée aussi par l'entourage. Oui. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est de plus en plus ou si ça a c'est marqué d'autant plus. Alors, je ne sais pas comment interpréter. Encore une fois, replaçons-nous, mais nous le faisons et les mandataires le font depuis des années. Donc, je sais bien qu'ils l'ont fait dans le référentiel éthique, ils le font dans les colloques. Depuis des années, nous essayons de comprendre à quel point la mesure de protection judiciaire est une violence, parce qu'elle est une contrainte. Donc ça, c'est bien clair, en tout cas pour les professionnels. Mais ça ne justifie pas que d'autres intervenants, professionnels ou familles, n'essaient pas de comprendre exactement ce qui se passe dans l'exercice de la mesure de protection. Et donc, effectivement, les familles, soit parce qu'elles sont elles-mêmes angoissées, ne maîtrisent pas leur stress, leur angoisse, voudraient que tout se passe au mieux pour leurs proches, ce que l'on comprend. Alors là aussi, faisons un petit pivot, nous avons tous, en tout cas moi je peux le dire, nous avons dans notre entourage des vieux parents, nous avons des expériences de vie et nous essayons de faire au mieux. Et pour autant de travailler en essayant d'être à bonne distance. Parfois, nous pouvons avoir des propos agressifs vis-à-vis des professionnels, qui parfois aussi se surprotègent, parce qu'ils savent qu'ils font leur mission comme ils peuvent, mais qu'ils ne sont pas toujours dans les clous, et qu'ils aimeraient bien faire autrement, mais que voilà, ils ont X mesures, et qu'il y a un moment, on a dû interrompre l'entretien, on a dû faire ça à la place de la personne,
parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix si on voulait sécuriser la personne. Donc, il y a aussi ces situations-là. Et puis, il y a les vraies violences, verbales, physiques, insultes, incivilités, de gens qui ne s'occupent jamais de leurs vieux en particulier, ou de leurs personnes protégées, qui n'ont pas voulu prendre la mesure, ou à qui on n'a pas donné la mesure, parce que précisément, on savait qu'ils ne seraient pas capables de le faire, et qui là viennent bombarder le mandataire. Donc évidemment que c'est compliqué, et évidemment qu'il faut, là pour le coup, le tracer dans le dossier, en faire état, alors soit au moment du rapport semestriel, soit dans le rapport annuel. Enfin, il faut le dire, il faut le partager, parce que tout n'est pas admissible. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire, pardon, parce qu'on pourrait évidemment parler pendant des heures sur ce sujet, mais je ne vais pas jusqu'à dire qu'il faudrait saisir le juge sur le fondement de l'article 459-2 pour lui demander de réduire les relations entre cette personne nocive et la personne protégée. Mais il y a des cas dans lesquels, oui, la question peut se poser. Ben oui, ils pensent à tort que nous sommes là pour régler leurs conflits. Non, vous essayez d'assister, de représenter, d'accompagner la personne dans le respect de ses droits, de sa dignité et le plus possible de son autonomie. Et donc, le plus possible de son autonomie, ça veut dire que vous prenez avec elle des risques. Et ça, ce n'est pas forcément compatible avec ce que la famille voudrait pouvoir faire, ni d'autres professionnels, ni les locataires du même immeuble, par exemple. Hein, voilà, pour citer que ces exemples. Merci, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais coupé mon son. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a même été appelé par le greffe parce que le majeur protégé était violent au tribunal et qu'on lui demandait d'intervenir. Alors, je pense que vous avez la réponse vous-même. Si la personne est violente au tribunal, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un service de sécurité au tribunal. Alors, parfois, il est pris sur d'autres actions, on est d'accord. Mais si c'est une violence, il y a un moment où le tribunal doit essayer de le gérer. Et on a tous, moi aussi, j'ai été confrontée à des violences. Alors, le greffe ne peut pas tout gérer. Par moment, il faut que le juge, s'il est là, mais le télétravail, enfin, on n'a pas parlé du télétravail, hein, mais ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire, il y a des moments, les gens ne se rencontrent plus. Et donc, si le juge n'est pas suffisamment en proximité dans son greffe pour, à un moment donné, sortir de son bureau, ça veut dire s'exposer, hein, mais sortir de son bureau pour dire, écoutez, là, non, et on se parle, vous m'expliquez ce qui se passe, et on n'a pas les outils pour, évidemment, poursuivre la discussion. Mais en tout cas, moi, personnellement, faire intervenir le mandataire en lui disant « c'est vous le pompier, le couteau suisse et vous allez venir », non, non, ce n'est pas la mission du mandataire. Il y avait une question, on n'y a pas répondu, c'était sur qu'est-ce qu'on fait quand on a un majeur menaçant dans le hall d'accueil, insulte et point levé. Ça me semble rejoindre ce qui vient d'être la question. Et on a d'autres questions aussi dans le chat liées aux agents d'accueil, tout à fait, que ce soit dans les établissements ou dans les associations. Il va falloir de plus en plus travailler, vous le faites déjà, sur ce qu'on appelle les cas complexes. Et les cas complexes, ils ont par moment des débordements qui sont sinon prévisibles, en tout cas pour lesquels on peut se dire qu'il y a plus de risques que pour d'autres. Après, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mme Goffard tout à l'heure. Il y a un cheminement et parfois une escalade avant qu'il y ait une explosion. Donc ça, bien sûr qu'il faut le travailler. Mais il y a des gens, alors je n'ose pas dire des profils parce que ça ne correspondrait pas à ma pensée, mais il y a des gens pour lesquels, oui, on sait qu'il faut être particulièrement vigilant. Et donc, on prépare l'entretien pour ces gens-là. Et on prépare la remise de l'argent, on prépare l'accueil, dire attention, voilà, mais sans non plus créer une psychose. Hein. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait pour gérer la violence au quotidien? Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un événement? C'est-à-dire quand on a, là, typiquement, des insultes, et plus que des insultes, qui sont déjà en elles-mêmes insupportables, hein, qu'il ne faut pas laisser monter, bien sûr, le point levé. Voir un couteau, voir un tournevis, voir des coups de poing ou des coups de pied dans la banque d'accueil. Je pense qu'à ce moment-là, on est quand même obligé de dire
à la personne, là, ça n'est plus possible. J'appelle les forces de l'ordre. Il faut, il y a un moment, il y a une limite à mettre. Est-ce qu'il faut que les services s'équipent de services de sécurité? Je suis très partagée. Je crois qu'il y a des endroits, notamment quand on fait des permanences dans des endroits qui eux-mêmes sont difficiles. Alors, pardon, je vais citer un département toujours le même, excusez mon propos, mais il se trouve que j'ai exercé en région parisienne et j'y suis allée, je vais régulièrement en Seine-Saint-Denis. Donc, je sais bien que les directeurs, directrices en l'occurrence, n'ont quelquefois pas d'autre moyen que d'utiliser une partie de leur budget pour avoir des agents de sécurité. Je ne jetterai pas la pierre parce que je pense que c'est très compliqué. Qu'on serait nous-mêmes responsables du service, il faudrait bien qu'on trouve des moyens. Est-ce qu'il faut le faire systématiquement ou est-ce que c'est un problème plus global à travailler avec les autorités locales? Vous comprenez que moi, ma réflexion, elle va plutôt vers le réseau à mettre en place parce qu'il me semble inadmissible de laisser gérer ces questions-là uniquement par les mandataires judiciaires. J'ai vu dans le chat que vous n'êtes pas les pompiers, on est bien d'accord. Vous n'êtes ni les pompiers, ni la police, ni les médecins, ni les infirmières, ni les travailleurs sociaux, ni des professions qui n'ont rien à voir avec la vôtre. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a un malaise profond qui tient à la non-reconnaissance à la fois de votre métier et de vos missions. Et la difficulté qu'on a à faire émerger ce sujet depuis la loi de 2007, entrée en vigueur en 2009, en 2022, montre à quel point le sujet n'est pas pris au juste niveau de réflexion. Merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de questions, mais le temps vient à manquer puisque il est déjà 12h30. Je vous remercie beaucoup, Madame Caron-Déglise. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce qu'il y a un dernier message que vous aimeriez partager avec les mandataires présents aujourd'hui? Alors, je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions et puis que comme nous n'avons pas eu l'intervention de Madame Goffard, il y avait aussi beaucoup de réponses dans son intervention aussi sur la partie bien évidemment sociologique et plus psychologique aussi par rapport à la gestion de la violence. Donc voilà, j'en suis désolée, mais est-ce que vous avez un mot de conclusion? Alors, c'est compliqué parce que moi, j'attendais aussi beaucoup du partage avec Madame Goffard parce que, comme elle l'a dit d'entrée, il faut absolument, à partir de ses expériences, prendre du champ. Donc, c'est ça qu'elle allait nous dire. Elle allait dire, à partir de son expérience, comment je prends du champ, comment j'analyse ce qui se passe pour essayer d'avoir des réponses qui ne sont pas des réponses dans l'émotion. On n'a pas parlé de cette question. Il y avait une question, c'est comment fait-on sur l'émotion? Comment ne pas réagir émotionnellement? Alors moi, j'ai envie de vous dire, ne bloquez pas votre émotion, mais après, il faut évidemment la mettre au bon niveau. Mais vous avez des émotions, j'en ai, et moi, je revendique de ne pas être un juge machine, et vous, pas un mandataire machine qui aurait toutes les réponses comme ça dans une case de son cerveau et qui pourrait dire, là, je fais ci, là, je fais ça, j'appuie sur un bouton, j'appelle un tel, machin. Non, ça s'appelle des process qui sont là pour nous aider, mais pas pour anéantir l'émotion. Alors après, l'émotion, il faut faire attention, il faut évidemment y faire attention. Parce que l'émotion, chacun doit travailler sur soi. Je ne sais pas si vous savez que pendant un temps, il était demandé aux magistrats s'il fallait, à l'épreuve du concours de l'école de la magistrature, faire analyser tous les magistrats. Que tous aient fait une psychothérapie de manière à essayer de réfléchir sur les notions de pouvoir, sur les notions justement d'émotion, sur les notions d'affect. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas exercer ces métiers de la relation, et le juge est là aussi pour ça, mais à une autre place, sans avoir de l'émotion. Mais cette émotion, il faut la partager. Et il faut la partager en créant ensemble des réseaux, de manière à sortir des cas individuels pour pouvoir savoir quelles sont nos propres fragilités, pouvoir les assumer sans surréagir et sans laisser trop de place à nos propres représentations. Donc ça, je pense que Mme Goffard nous aurait donné des clés. Ces clés, elles ne peuvent se construire qu'à partir de partage expérientiel et à partir de regards de métiers différents, d'origines différentes, d'hommes et de femmes, parce que j'observe qu'il y a beaucoup de femmes, et ce ne sont pas que des métiers de femmes.
Et la force, ce n'est pas que du côté de la force physique des messieurs, pardon messieurs. Mais tout ça, toutes ces expériences-là, c'est-à-dire toutes les réponses qui doivent toujours être précédées par une mise en relation, et c'est ça qui est difficile dans nos métiers, eh bien, ça vient de nos expériences différentes. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut évidemment essayer de construire. Et je vois qu'il y a un remerciement à la Mutuelle, et je le fais aussi, comme je le fais à tous ceux qui organisent des webinaires, des colloques, des lieux d'échange. Et je crois qu'il faut continuer à le faire sur les territoires, parce que là, c'est bien, c'est national, mais ensuite, il faut le diffuser territorialement. Parce que c'est sur les territoires qu'on construit des vraies relations. Et vous le savez, parce qu'il y a des endroits où, franchement, en particulier au moment de la crise sanitaire, vous avez fait vraiment beaucoup. Et je vous tire mon chapeau parce que c'était particulièrement difficile à ce moment-là et ça continue. Merci, merci beaucoup, Madame Caron-Déglise. Merci évidemment aussi à tous nos participants. Je laisserai le mot de la fin à Catherine Gaucher. Catherine, tu n'as pas ton son. Et là, vous m'entendez avec le... C'est bon, vous m'entendez? Oui, parfaitement. C'est parfait. Donc, juste un petit mot pour dire que Madame Goffard, on a continué d'échanger par SMS, elle n'arrivait plus du tout à se connecter. Donc, bien sûr, on va lui donner la parole soit dans un prochain webinaire en associant, pourquoi pas, la gestion des émotions. On a bien entendu qu'il y avait une vraie thématique dessus, même si, bien sûr, il y a d'autres organismes qui la traitent. Alors là, vous avez coupé toutes les deux votre son, donc du coup, nous n'entendons plus personne. C'est moi qui ai coupé, pardon. Donc, j'étais en train de dire que, je ne sais pas, du coup, le mot de la fin va être court. Donc, je remercie tout le monde. On va essayer de faire soit une interview de Mme Goffard, soit de la réalité rapidement, parce qu'elle aussi était très frustrée de ne pas pouvoir avoir participé correctement et elle avait plein de choses à vous dire et elle voulait répondre à vos questions. Donc, on va essayer d'y remédier pour non pas avoir quelque chose de figé. Hein, j'entends bien, on est tous là-dedans. On en a un peu marre d'être coupé, donc ça serait bien qu'on réorganise un webinaire où elle puisse s'exprimer et répondre en direct aux questions. Et dans l'attente, peut-être faire un petit billet pour qu'elle puisse s'exprimer sur la thématique. Et Aurélie, je rebondis sur la gestion des émotions, thème qui m'est également cher. Donc, ça serait bien qu'on puisse garder cette thématique pour une prochaine rencontre. Merci à tous. Et puis, passez une bonne journée, un bon appétit. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir.